D'être avec nous, il est 9h47. Ouh là là, on a 3 minutes d'avance sur le titre de l'émission, 9h50. Merci à tous donc d'être là, on est en direct bien sûr. Et dans un instant, on a un programme chargé à vous présenter. D'abord, on va parler de Roubaix. Roubaix qui accueille un week-end de l'art. C'est une grande opération, 600 artistes pour éclairer la 18e nuit des arts. C'est le week-end prochain. Vous allez voir comment cette ville de Roubaix se mobilise autour de l'art dans une multitude d'endroits. Vous allez voir le programme, on en parle dans un instant avec cet événement qui est devenu symbolique pour la ville, bien sûr. Ensuite, on parlera de la choule. L'ancêtre du rugby, c'était un jeu qui permettait de départager un peu les célibataires de ceux qui ne l'étaient pas de manière un peu virile dans les villages de Picardie notamment. On en parlera donc en Picard avec Gilles Do qui sera sur ce plateau. Et puis on terminera cette émission, hop là, avec Noyon. Noyon, les tours, la cathédrale, le centre-ville. De très très belles photos, un livre magnifique que Sophie Dumortier va nous présenter à la fin de cette émission. Noyon sous toutes ses formes, vue du ciel aussi. Vous ne serez pas déçus de découvrir les petites coulisses de la cité du calvinisme. Voilà pour la partie ici en plateau. À l'extérieur, j'en connais un qui depuis ce matin, il nous envoie des photos de paysages, des photos du ciel, des photos de l'endroit où il se trouve. Il est à la Hauté du Diable. C'est à Coincy que ça se passe. Marty McFly, où êtes-vous ce matin ? Je suis là, Doc, je suis là, regardez. Je suis, vous l'avez dit, à la Hauté du Diable. Le diable, je crois que c'est mon ami. J'ai dû vendre mon âble parce qu'on est en plein mois de novembre, fin novembre. Et regardez le temps qui nous est proposé aujourd'hui pour faire découvrir ce lieu extraordinaire. Bonjour à tous. La Hauté du Diable, c'est un site naturel exceptionnel. Un peu à la Fontainebleau avec ses blocs de grès naturels. On est à 15 km au sud de l'Aisne, à 15 km de la ville de Château-Thierry. Et on va vous faire découvrir cet endroit exceptionnel. On va vous parler de nature, on va vous parler d'histoire, on va vous parler d'art, parce qu'ici, tout résonne à la Hauté du Diable. On va vous montrer quelques images qu'on a prises ce matin, parce qu'on ne pouvait pas s'empêcher de les filmer. Le lever de soleil sur la Hauté du Diable. Regardez ces images. C'était pour nous... Il y a des émissions comme ça, elles sont magiques. On a un plaisir à venir s'installer. Et je profite justement de ces quelques secondes de bonjour pour vous montrer à quel point j'ai une équipe en or. Parce qu'il a fallu monter tout ça à bras, parce que la voiture, évidemment, elle ne grimpe pas sur la Hauté du Diable. Donc je voulais remercier mon équipe aussi. C'est grâce à eux qu'on va vous offrir ce spectacle, cette émission exceptionnelle, au cœur de la Bruyère, au cœur des blocs de grès, ici à la Hauté du Diable, à Coincy, à une quinzaine de kilomètres de Château-Thierry. Incroyable, merci beaucoup. On a reconnu, enfin pour ceux qui le connaissent, mais ceux qui ne le connaissent pas, Romain Jouenne, que l'on voyait avec son petit blouson au chaud derrière la table qui s'occupe de la transmission. Merci à toute l'équipe qui est là. Moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aimerais bien que Gontran peut-être pourrait y retourner le temps qu'on fasse la météo. Sur le plateau sur lequel il a fait son début, on aurait dit un dinosaure, Gontran. C'est moi qui ai mal vu ou on aurait vraiment dit un dinosaure? Allez, sur le sable. Hein. Allez. On va voir ça tout à l'heure pendant la météo. On va retrouver Gontran, mais... Vous allez voir que je pense que je ne me suis pas trompé. Un petit coup d'œil rapido sur la météo en attendant de retrouver notre Gontran. La météo pour vous dire que les éclaircies sont plus généreuses sur le nord cet après-midi, mais tout le monde semble avoir son moment de soleil. Et ça fait plaisir avant que les premières pluies n'arrivent en fin d'après-midi. Le vent n'est pas fort, les températures sont de saison entre 7 et 9 degrés. Un week-end automnal donc s'annonce sur les Hauts-de-France. Vous allez voir la tendance de samedi et de dimanche, avec un week-end donc automnal qui va mélanger de la pluie, un ciel bas et gris samedi, et un ciel un peu plus lumineux dimanche dans l'Aisne notamment. Un week-end un petit peu donc pas génial, un week-end d'automne quoi, tout simplement. Hello Enso. Hello Thibaut. Est-ce que vous avez remarqué que Gontran était sur un dinosaure en rocher, ou il n'y a que moi qui ai déliré dans l'histoire? C'est-à-dire qu'à l'inverse de vous, moi je ne regarde que Gontran. Donc je ne regarde pas ce qu'il y a autour. Donc j'ai pas vu du tout ce qu'il y avait autour. Voilà. Dans l'oreillette, on me dit qu'eux, ils ont vu une tortue. Donc on a tous vu quelque chose de différent. Après, tout dépend l'imagination de chacun. Hein. Voilà, c'est comme ça. Bon Thibaut, avant de passer les photos que nous avons reçues ce matin sur notre mail 9h50hdf@francetv.fr, je rappelle l'adresse. Hier, vous nous avez lu un petit poème que vous aviez reçu en courrier au niveau de France 3, c'est ça, hein, un joli poème où on parlait d'enfants. Exactement. Et moi, regardez, je voulais vous montrer quelque chose de très joli que j'ai reçu. C'est l'album de Sweet Scarlett, qui est un
groupe de la région. Et je vous lis le petit mot. Bonjour Anne-Sophie. Dans l'émission 9h50 du 5 octobre dernier, vous aviez annoncé la sortie de notre album avec beaucoup d'enthousiasme. Alors nous vous en envoyons un exemplaire et nous vous en remercions. Merci Caroline et l'ensemble du groupe. Un délice cet album. Je le recommande à tous les habitants des Hauts-de-France. Voilà. Allez, je passe les photos maintenant. Allez, photo. C'est parti, on y va. On commence par la première et je vais vous faire peur. Vous avez vu un dinosaure, d'autres ont vu une tortue. Regardez, Kezako, c'est un lézard. Un lézard, alors qui dans la réalité fait 3 cm. Mais là, il est zoomé. Et c'est Reynald qui nous l'a envoyé parce qu'il dit en gros plan, il est impressionnant. Et donc voilà, il souhaite un super week-end à tous ceux qui réalisent son émission préférée, 9h50 le matin, et à toutes celles et tous ceux qui nous regarde de Lille à Nice et de Brest à Strasbourg, parce qu'il a des amis éclatés dans toute la France qui regardent notre émission au quotidien. Petite photo esprit de Noël signée Daniel, hein, ça y est, et pourtant nous ne sommes qu'au mois de novembre. Je trouve quand même qu'on y vient de plus en plus vite, hein, les illuminations, les tout, voilà. Esprit de Noël, es-tu là? Eh bien, les vitrines de magasins s'y sont mises. Et puis, idée de sortie signée Daniel. Demain soir, du côté de Ham, il y a une petite sortie génération 80-90 de 21h à 3h du matin. Autre photo qui est signée Samuel, un de nos fidèles téléspectateurs qui était en balade la semaine dernière en Champagne. Ce sont des photos qu'il a prises entre Épernay et Reims. Joli paysage qu'il souhaitait partager avec nous. Voilà, c'est un peu suffisant, je trouve, pour le début. Je vous garde les autres pour la suite, non? C'est pas mal. Vous parliez du poème qu'on a reçu. Bon. Pascal nous a écrit et nous fait passer le message, savoir s'il veut qu'on reçoit, il nous écrive de nouveau des poèmes. La réponse est oui, Pascal. Oui, oui, oui. N'hésitez pas à nous en envoyer. Il nous a renvoyé une petite lettre ce matin. On était bien contents de la découvrir. Et je voulais montrer ce visage. Regardez, il s'appelle Stéphane Collet. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de lui. Eh bien, c'est bien dommage parce que vous allez voir sa photo apparaître à l'écran. Ce monsieur-là est devenu depuis hier soir le meilleur ouvrier de France en catégorie cuisine. Il a été récompensé par Alain Ducasse en personne. Il était en compétition avec 28 autres cuisiniers. Et ce monsieur était enseignant aussi de cuisine au lycée Saint-Martin à Amiens, juste à côté de nous. Un prof cuisinier qui, en plus de ça, est élu meilleur ouvrier de France. On voulait vous montrer ce visage. Stéphane Collet, retenez bien son nom. Et il a préparé un dolieu jaune piqué au hareng avec un parmentier de homard et un lièvre 3 façons avec une pavlova accompagnée d'une salade de fruits frais exotiques. Rien que ça, voilà. Et tout ça en 5 heures. Donc bravo à lui, Stéphane Collet. Le col bleu, blanc, rouge. Meilleur maintenant. ouvrier de France. Allez, on va retrouver Gontran tout de suite parce que ça y est, ça râle dans l'oreillette. Donc allons-y, direction l'extérieur. Alors Gontran, Jurassic Park ou pas? Ou c'est moi qui ai déliré? Ah, apparemment c'était nous. Voilà, bonjour à tous. On y arrive, ça y est, je crois que j'entends quelque chose à mon oreillette. Bonjour à tous, rebonjour à ceux qui nous retrouvent. Nous sommes à la Hauté du Diable, à Coincy, un petit village de l'Aisne, à une quinzaine de kilomètres de Château-Thierry. Autour de moi, des blocs de grès. Ici, c'est la spécialité du secteur. Ça fait un peu penser, pour ceux qui connaissent, à Fontainebleau. Mais il y a plein de choses à découvrir. Hop. Allez, boum, l'éclairagiste qui est tombé par terre. Ça va être assez compliqué cette émission. Bonjour Mathilde. Alors Mathilde, je vous la présente. Elle travaille au Conservatoire d'Espaces Naturels. C'est vous qui avez ce site exceptionnel en gestion. Et vous allez nous faire découvrir déjà un petit peu la faune, la fleur, l'histoire. Rapidement, la Hauté du Diable. Rien que le nom, c'est déjà magique. Oui. D'où vient ce nom un peu fantastique? Alors en fait, c'est dû à une légende, la légende du diable. Donc en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'au Moyen-Âge, il y avait un entrepreneur qui était en train de construire l'abbaye du Val-Chrétien. Et en fait, il s'en sortait pas du chantier. Et donc du coup, un soir, le diable lui est apparu et lui a dit je peux construire la fin de l'abbaye donc en une nuit, mais en échange, tu me donnes ton âme. Donc l'entrepreneur a dit OK. Et donc du coup, le diable s'est mis à l'œuvre. Et en fait, à l'orée du jour, il y a un coq qui s'est mis à chanter. Et donc le diable prit peur et il jeta sa hotte remplie de grès en ces lieux. Et aujourd'hui, on peut faire cette émission. On remercie le diable aujourd'hui. Alors, je voulais rapidement, avant d'aller voir les blocs de grès, qu'on fasse un plan sur ce décor extraordinaire. Parce qu'ici, évidemment, il n'y a pas que les blocs, il y a la bruyère. Vous allez nous en parler un petit peu. Oui. On est sur un site qui remonte à quelle époque à peu près? Enfin, c'est quoi la spécificité, je veux dire, biologique de ce site, géologique? Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il y a environ 500 millions d'années. Donc ici, c'était la mer avec des dunes. Et donc, en fait, il y a 30-40 millions d'années, le sable
sable, c'est c'est cimenté avec de la silice et a créé tous ces grès qu'on a autour de nous. Et donc avec le retrait de la mer, le vent, la pluie, les grès se sont cassés. Et donc en fait, ça a créé toutes ces formes assez particulières comme le dinosaure, les visages qu'on voit partout sur le site. Moins de diable. Alors on m'a dit que les dinosaures, les visages qu'on voit sur les pierres comme ça, qu'on croit reconnaître, ce sont des pareidolie. Voilà, j'ai appris un mot ce matin, c'est mon rédacteur en chef qui m'a dit il faut que tu dises que ça s'appelle une pareidolie. Alors évidemment, on voit ces blocs de grès, Oui. c'est ce qui impressionne ici beaucoup, mais la faune, la flore aussi est spécifique et assez magique pour ceux qui sont passionnés par ces détails naturels. Oui, alors tout à fait. En fait, donc là, tout autour de nous, on est sur un milieu très particulier. Ça s'appelle la lande à calune. Donc là, montrez-nous. Hein. voilà, cette espèce-là, c'est la calune fausse bruyère. Donc ici, elle est fanée, mais il faut venir la voir en fin d'été. Elle se pare en fait de rose-violet, donc c'est vraiment magnifique. Toute la hauteur a des couleurs très très belles. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission de ce côté, on va dire, artistique et pictural de la Hautée du Diable, parce qu'on peut la découvrir différemment tout au long de l'année. Elle change. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, on va avoir également des espèces animales qui sont assez particulières, comme le lézard vert. C'est en fait une espèce de lézard couleur flamboyante. Donc, le mâle est totalement vert avec la gorge bleue et il fait 30 cm. Et donc, il se sauve dès qu'on commence à se balader dans les petits sentiers. Difficile d'arriver à l'attraper. Mais Exactement. En même temps, c'est aussi bien, il faut qu'il reste dans son petit territoire à lui. Regardez, on n'avait pas eu le temps tout à l'heure, on était à côté d'un arbre absolument magnifique, tout tortueux. Il y en a un juste derrière la caméra, on va le voir. Et c'est pas anodin, cette forme un petit peu fantastique de ces arbres, Mathilde. Oui, tout à fait. En fait, on est sur un type de sol qui est particulier, on est sur du sable. Et donc, du coup, les espèces végétales ont mis en place des stratégies pour pouvoir croître. Et donc, c'est pour ça qu'on a des arbres comme ça aux formes assez tortueuses. Et j'imagine que ça plaît aussi aux visiteurs, aux artistes, aux photographes qui viennent se régaler de ce décor. On a des paysages très très splendides au sein de la Hautée, quelles que soient les saisons justement. Et on va finir avec, regardez, on vous a parlé de la Hautée du Diable. Rien que ce nom est magique. Et du coup, il y a plein de petits endroits dans la Hautée du Diable qui ont des noms aussi assez charmants. Ce bloc de grès qui ressemble presque à un dolmen parce qu'il y a plusieurs, vous allez le voir dans quelques secondes, ce sont des blocs les uns sur les autres. Si Pascal peut venir juste derrière moi, on verra bien l'entrée, la cavité. Ça a un joli nom. Oui, alors ici on se trouve au niveau de la chambre des fées. Et donc en fait, ce qui est intéressant au niveau de la chambre des fées, c'est qu'on a retrouvé les premières traces de vie humaine datant de 9000 ans en fait. Et en plus, ce qui est étonnant, ici nous sommes à côté de Fer-en-Tardenois, le secteur c'est le Tardenois. Et du coup, cette période, elle a donné un nom, ce nom a donné un nom. Oui, le Tardenoisien. Le Tardenoisien, voilà. C'était il y a 9000 ans et on vivait dans des petites huttes, hein, c'est ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Mathilde, nous avoir fait découvrir un petit peu, nous a donné une petite découverte de la faune et de la flore ici à la Hautée du Diable. Thibaut, on se retrouve dans quelques secondes. On va faire du sport parce qu'évidemment, ici, on se balade, ici, on fait des photos, ici, on respire, mais ici, on grimpe. On va découvrir ça avec le club d'escalade de Château-Thierry. Ouais, vous avez raison de dire oh là parce que j'ai essayé, c'est pas facile. Oui, je suis inquiet parce que apparemment, il y a eu une chute au début de l'émission, c'est ça? Dominique est encore tombé? Alors, vous avez raison de dire encore, parce qu'il est tombé 2 fois, une fois avant l'émission, une fois pendant l'émission. Moi, je suis toujours sur mes 2 pieds, je tiens à le signaler. Voilà. Il va bien, il est recouvert de feuilles ou c'est bon? Non, il est parfait. Écoutez, vous allez le voir une seconde. Voilà, il est. Ah si, le bras quand même. Hein, le bras, il a pris cher. Voilà. Ah, le pauvre, Dominique. Allez, à tout de suite, Thibaut. Depuis le début. Merci beaucoup, Gontran. On se retrouve dans un instant. Soyez les bienvenus ici. On est donc en direct sur le plateau et dans un instant, on va se rendre à Roubaix. Pourquoi Roubaix? Parce que là-bas, le week-end prochain, pas ce week-end-là, mais l'autre d'après, on va fêter la 18e nuit et le grand week-end de l'art. Vous allez voir comment la ville se mobilise autour de l'art. Il n'y a pas un endroit où vous ne pourrez pas avoir à un moment donné accès à une exposition temporaire ou à une performance qu'on va vous présenter dans un instant. Ensuite, on parlera de la Chaule. La Chaule, c'est l'ancêtre du rugby en langue régionale avec Gildo qui sera sur ce plateau. Et puis on terminera avec ce livre, ce très beau livre de Noyon, un livre de photos, d'images, de textes absolument magnifique sur la cité du calvinisme, bien sûr, à découvrir à la fin avec Sophie Dumortier. Bonjour, monsieur Minard. Bonjour. Frédéric Minard, vous êtes maire adjoint à la culture de la ville de Roubaix et pas ce week-end, mais le week-end prochain. Eh bien, ça y est. C'est les 18 ans, c'est la majorité, c'est le début de la grande nuit des arts qui va se dérouler donc du 30 novembre au 2 décembre. C'est toute la ville de Roubaix qui est mobilisée, un peu comme le Téléthon pour les maladies génétiques. Roubaix se mobilise pour l'art. Bah oui, c'est ça, parce que quand on a dans une ville comme Roubaix
une cinquantaine de lieux. On va avoir 600 artistes présents. Vous imaginez bien que ça foisonne, qu'il y a du monde partout, qu'on peut aller d'un lieu à un autre. Et c'est vraiment toute la ville qui, ce week-end-là, est sous le signe des arts et de la culture. C'est vraiment une expérience qu'il faut venir découvrir. Découvrir, partager, c'est une grande scène ouverte. On va voir quelques images d'archives qui ont été tournées. Vous le disiez, une cinquantaine d'artistes. Qu'est-ce qu'on aura comme nouveauté pour cette 18e édition par rapport donc aux autres éditions précédentes? Alors une cinquantaine de lieux et 600 artistes, hein. On est vraiment sur quelque chose de massif. La grande nouveauté, ce sera la réouverture du musée La Piscine, puisque la turbine, le phare de la culture à Roubaix, c'est ce musée La Piscine. On l'a inauguré il y a quelques semaines, et donc maintenant ça va être l'occasion de venir le redécouvrir. Et une fois qu'on est allé dans cette ancienne piscine art déco transformée en musée, et bien tout autour, on va pouvoir aller de lieu en lieu, on va pouvoir découvrir des galeries, des magasins, des ateliers d'artistes, que sais-je encore, et avec des artistes qui seront présents et qui présenteront leur œuvre et qu'on pourra admirer, acheter, discuter avec eux. Discuter et rencontrer les gens, ouais, effectivement. Braderie de l'art et un marché des modes aussi, une braderie de l'art. C'est deux mots presque qui sont antinomiques, parce qu'on ne brade pas l'art a priori, mais pourtant c'est un moyen d'accéder aussi à l'art, finalement. Eh oui, mais on est à Roubaix, on a une vieille tradition commerçante. Ça se passe à la Condition publique, c'est un ancien espace de stockage de laine. Et puis donc pendant ce week-end-là, sur 10 000 m², il y a 150 artistes qui vont, alors brader de l'art, non, c'est en fait ce qu'ils vont faire, c'est ils vont utiliser des matériaux de recyclage pour réaliser en direct des œuvres qu'ils vont vendre. Donc il y a à la fois une ambiance un peu de foire, une ambiance de création, et puis on est aussi dans quelque chose dans le recyclage, dans le développement durable. Et puis pour être concret aussi, c'est des petits prix puisque les artisans le font devant vous, et donc ça permet de démarrer une collection, d'avoir un objet sympa, et d'avoir un échange direct avec l'artiste qui va quasiment réaliser le produit devant vous. Est-ce que cette opération, de manière générale, ne permet pas aussi de vulgariser l'art, mais vulgariser au sens positif du terme, c'est-à-dire de rendre accessible plus facilement cette notion d'art qui est toujours très esthétique et très élitiste, et du coup, est-ce que ça ne permet pas de rendre un petit peu plus accessible cet art, de manière générale? J'allais vous dire, une exposition dans un musée, c'est bien, mais c'est un peu banal. Une exposition dans un musée qui est une ancienne piscine, c'est déjà plus original. Mais ce que vous pourrez découvrir si vous venez à Roubaix début décembre, c'est que dans ces 50 lieux, donc on a des restaurants, on a un salon de tatouage, on a donc des ateliers d'artistes, on a même un chantier, un bâtiment, un immeuble en construction dans lequel il y a une exposition temporaire qui sera organisée. Et l'idée, c'est effectivement de dire si vous n'avez pas l'habitude d'aller dans un musée ou d'aller dans une galerie d'art, je peux comprendre que ce soit un peu intimidant. En revanche, rentrer dans une pizzeria, rentrer dans un salon de coiffure, et là, découvrir aussi des expositions, c'est effectivement un moyen d'être plus facilement en contact avec des œuvres et plus facilement en contact avec des artistes, et c'est tout ce qu'on essaye de montrer et de promouvoir. J'ai le programme en partie sous les yeux, hein. Vous avez parlé de la piscine, de la manufacture, à Parté aussi, les ateliers Jouret, l'atelier La Providence, autour des mots, le bar live, le Bacaro, le Bisquare, la Bobine, le camarade, le Tattoo Club dont vous parliez. Il y a une liste longue comme le bras. J'ai plusieurs pages, donc je ne vais pas pouvoir tous les donner. 50 lieux en question. Oui. Comment est-ce qu'aujourd'hui, quand vous vous appelez, vous prenez votre téléphone et que vous allez démarcher les artistes, vous leur dites « Bonjour, c'est la ville de Roubaix, on organise notre 19e la prochaine fois nuit de l'art ». Comment est-ce qu'ils vous répondent et comment est-ce qu'ils connaissent cet événement? Alors en fait, ça ne marche pas comme ça, parce que comme on en est à la 18e, 19e édition, c'est un moment qui est connu, qui est reconnu, et les artistes savent qu'ils vont pouvoir rencontrer beaucoup de gens à ce moment-là. Et donc on passe plutôt par les lieux, c'est-à-dire que nous, notre but, c'est de fédérer ces 50 lieux, et après, c'est chaque lieu qui selon ses goûts personnels, ses connaissances et ce qu'il a fait, contacte des artistes. Si besoin, on peut effectivement mettre en contact les uns et les autres, mais en fait, c'est chaque lieu qui lui-même montre ce qu'il a envie de montrer selon l'esprit du lieu, selon sa personnalité. Et on n'a plus vraiment besoin de prendre notre téléphone, c'est plutôt le contraire. Le réseau. Et voilà, c'est le réseau qui fonctionne. Il y a la nuit des musées qui existe de manière nationale en France. Maintenant, à Roubaix, enfin maintenant depuis 18 ans, il y a donc la nuit des arts qui s'affiche à l'écran. C'est du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre. Vous avez toutes les informations sur roubaix.fr ou en allant chercher Nuit des Arts, vous tomberez directement sur toutes ces infos avec des balades autour des arts et de cette cinquantaine de lieux authentiques et insolites à visiter. Merci beaucoup, d'être venue jusqu'à nous. Anne-Sophie n'est pas insensible à cela et elle connaît. J'imagine que vous connaissiez l'endroit et des petits recoins et des petites recettes là-bas.
Des petits secrets, pardon. Allez, des vous petites voulez recettes. tout savoir sur Anso? Je suis née à Roubaix. Alors, vous pensez que c'est une de mes villes voilà, que j'aime. Hein. Voilà, non, mais c'est vrai que la 18e édition de ce Week-end des Arts, bah, c'est génial. Alors déjà, parce que si vous n'avez pas d'idée cadeau, c'est franchement le lieu où il faut aller. Parce qu'on a parlé de la braderie de l'art, de la nuit de la mode, etc. Vous avez tous des créateurs, la braderie de l'art, vous avez des artistes qui font des œuvres grandioses avec des choses récupérées, etc. Et puis surtout, vous rencontrez dans le cadre de ce Week-end des Arts, eh bien, des artistes qui œuvrent, qui travaillent devant vous et qui ont des talents géniaux qu'il faut mettre en avant. Puisque j'aime bien parce qu'il y a de l'art urbain et je suis un petit peu très touchée, moi, par l'art urbain, par le street art, comme on dit. Alors justement, je voulais vous demander, parmi tous les artistes qui vont être là ce week-end, parce que c'est un record, hein, je pense, vu le nombre d'artistes et le nombre de lieux d'exposition, est-ce que vous, personnellement, vous avez un petit coup de cœur ? Ah, Vous allez nous le mettre mal. bah, moi, mon coup de cœur, c'est pas vraiment un artiste, mais c'est quand on disait qu'il fallait rencontrer le plus de monde possible rencontre l'art. Il y a par exemple à la Manufacture, qui est le musée du textile, il y a un grand bal textile qui est organisé le samedi soir. Et je trouve que c'est une bonne manière aussi de rappeler que l'art, c'est la peinture, c'est le street art, c'est la sculpture, mais c'est aussi danser ensemble et faire la fête ensemble. Et on pourra le faire par exemple dans ce bal textile à la Manufacture. Ah bah voilà. C'est une invitation Super. perso. Eh ben voilà. C'est une invitation, voilà. Et puis si je ne me trompe pas, au mois de mai, il y a aussi la nuit de l'art. Hein. Oui, c'est ça, on l'a fait 2 fois par an. Voilà. Voilà. Donc, hop là, vous voulez de l'art, de la culture, des idées cadeaux à Roubaix le week-end prochain, pas celui-ci, celui d'après. Et en attendant, une petite photo de Marcel, mon bien-aimé téléspectateur qui a beaucoup d'humour. Alors, ne vous froissez surtout pas. Mais regardez, il m'a dit, les gilets jaunes, les petits gilets jaunes bloquent l'entrée de la ferme et ils sont bien protégés par leur maman. Voilà, c'était un petit clin d'œil sympa, ça n'a rien de méchant, je tiens à le dire. Merci beaucoup, Enzo. Merci pour toutes ces infos, toutes ces photos. N'hésitez pas à lui envoyer des photos. Dans un instant, on parle de la choule. Si vous avez des photos, je suis sûr que si vous nous regardez et que vous êtes dans le coin, vous avez forcément des photos historiques de la choule, cet ancêtre du rugby. N'hésitez pas à nous les envoyer. On les passe au cours de la chronique qui va suivre. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous parler de cette nuit de l'art à Roubaix. Et nous, on file retrouver Gontran. Il s'amuse, il est en pleine nature, tel un petit poney dans son pré. À Coincy, très précisément, et Petit Poney va escalader. C'est ça. Normalement. Le petit poney. Non, d'abord, il va vous présenter des vrais grimpeurs. Parce qu'il va éviter de se prendre la branche par terre. Non, le petit poney, il va éviter de faire le malin. Il va laisser ça aux spécialistes. Nous sommes toujours ici à Coincy, à la Hauteur du Diable, qui est un spot pour les grimpeurs. Bonjour Maxime Mille. Tenez bien le micro. Voilà, Oui. Vous êtes le président de l'association d'escalade de Château-Thierry. Ouais, les ascensionnistes Castel, également du comité départemental de la fédération. C'est vraiment un spot pour vous depuis longtemps ici à la Hauteur du Diable. Écoutez, on grimpe ici depuis... moi, les plus vieux grimpeurs que je connaisse grimpent ici depuis les années 60. Ça a été fréquenté par au moins déjà deux grimpeurs internationaux qui nous venaient de Reims. Ouais. Ouais, Alex Chabot et puis... Et une jeune femme. et une jeune femme. On n'a plus son nom, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est que c'est vraiment un spot. Pourquoi, Maxime, vous aimez venir grimper ici? Alors, on présente rapidement à l'image avec Kevin, Ouais, qui est membre de l'association, voilà. et Marie en sécurité, qui est votre épouse. Voilà, Marie qui était en parade pour assurer la sécurité. Pourquoi La protection du grimpeur. c'est un spot? Qu'est-ce qui rend la Hauteur du Diable et ses blocs de grès intéressants pour vous? C'est qu'il y a très peu de sites d'escalade dans la région, donc ça fait que il est présent, donc on en profite. Puis en plus, c'est un lieu tellement beau, tellement magique que on peut y être bien. Oui, ce matin avec le soleil, c'est formidable. Cependant, c'est un lieu qui demande quand même à être un peu protégé, quoi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le C'est ça, fréquente. il faut le protéger. Alors avant de reparler un peu de la protection, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu, on voit ces signes un petit peu, c'est pas de la peinture rupestre ici. Ben ça, c'est des signes que la secte des grimpeurs met un petit peu partout, mais pas de façon désordonnée. Ça permet aux grimpeurs de se repérer. Expliquez-nous, venez nous décrire ce signe. Alors Maxime. voilà, là, on a 3 couleurs qui se présentent, du rouge, un vieux tracé vert ou bleu, je ne sais pas, et un tracé noir. En fait, Avec un chiffre au-dessus. avec un chiffre. Alors l'escalade de blocs se compose comme un circuit. Donc on enchaîne des blocs, le bloc numéro 1, 2, 3, 4, 5, et là on est sur le bloc numéro 6 du circuit noir. Donc Comme sur une piste de ski, il y a différents circuits. Voilà, alors c'est codé en couleurs un petit peu, selon la même gradation que la gradation des pistes de ski, c'est-à-dire le rouge est plus difficile que le noir et qui est plus difficile que le bleu.
Voilà. Allez, donc ça, faut être un petit peu connaisseur pour faut être connaisseur. apprécier D'où j'imagine l'intérêt de ne pas forcément se lancer tout seul et d'aller dans les clubs. Hein. Voilà, donc le sport, c'est mieux dans un club. Ça, c'est un vieux slogan qui est toujours d'actualité. Kevin, il peut continuer à faire de l'escalade, hein, c'est pendant qu'on parle, c'est pas vrai. Et puis, donc, il faut le faire en sécurité avec la parade. Et puis aussi en respectant le milieu. Alors justement... Et les tapis. Et les tapis. Et les tapis. Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'épouse de Maxime, Ouais. et membre évidemment du club. Ouais, je suis entraîneur, moi. Et entraîneur, voilà. C'est important, on ne vient pas n'importe comment quand on fait de l'escalade. Expliquez-nous pourquoi il y a ces tapis au sol là, Alors les tapis qu'on appelle des crash pads sont des petits tapis qui sont faciles à transporter pour aller en milieu naturel, parce que sur mur d'escalade, c'est beaucoup plus simple. Les tapis sont permanents au pied des blocs ou des voies qui sont installées dans un gymnase. Mais pourquoi on a besoin de ces tapis? C'est pour sécuriser, c'est pour s'asseoir proprement? Éviter de se faire une fracture d'un talon sur un caillou qui pourrait être dans le sol, dans le sable. Invisible sous le sable. Ici parce que c'est du sable, mais il y a plein d'endroits où le bloc se pratique. Il y a des racines, il y a des rochers. Donc voilà, si on tombe dessus, ça sécurise la chute au sol. Et évidemment, avec le grimpeur, s'il tombe sur le dos ou sur le côté, il se fera moins mal s'il tombe sur un crash pad. Le grimpeur, Kevin, il est en train de nettoyer ses chaussures. Parce que ça aussi, vous me dites, c'est important. On ne grimpe pas avec du sable aux pieds. Voilà, souvent, donc, on utilise le petit sac à pof. Là, c'est un chiffon à l'intérieur duquel on a mis de la résine, de la résine de pof. Ça évite d'abîmer le rocher. Ça permet d'avoir un chiffon pour pouvoir nettoyer les prises, pour éviter que le sable ne roule sous les pieds. On voit Kevin là, qui a du mal à démarrer parce qu'en fait, c'est très friable le grès et ça fait un peu roulement à billes sous la gomme du chausson. Voilà, d'ailleurs, c'est ce qui vient de se passer. Son pied a un petit peu dérapé. C'est pas évident. On voit que c'est pas simple, que ça roule très facilement et c'est au niveau de l'adhérence du chausson. C'est pour ça qu'on utilise aussi des chaussons d'escalade. Eh oui, on ne peut pas s'y mettre n'importe comment, on doit respecter ça. Voilà, et là on voit que Max s'est mis en parade aussi parce que dès qu'on passe un petit peu haut, ce qu'il faut c'est ramener le grimpeur sur le crash pad au sol en cas de chute. Voilà, c'est pour protéger à tout moment. Merci beaucoup Marie. Alors Thibaut, je suis désolé, il n'y a plus de temps. On m'avait donné des chaussures pour grimper, mais on n'a pas le temps. Je te rendre la main. Dommage. Tu bluffes, Martini. C'est trop tu bête. bluffes. On va voir ça tout à l'heure. Après, si vous me laissez 30 secondes, je peux essayer de grimper, mais voilà. Oui. Allez. Là, j'ai fini mon temps. Oui. Allez. Bon, alors Marie, il faut que je nettoie bien mes chaussures. Ouais. N'hésite pas à utiliser même ça là. Pour frotter mes pieds. Ouais, ça fait un petit peu paillasson. Allez. Hop. On a des vrais paillassons aussi qu'on utilise. Ouais, parce que ça, Maxime me disait enlever. aussi, faut protéger la pierre aussi parce que ça peut la rendre, ça peut la polir s'il y a du sable sur les pieds, c'est ça? Et puis, c'est pour ça aussi qu'ici à Coincy, on n'utilise pas du tout de magnésie. Du moins, il faut le conseiller à tous les grimpeurs. Alors, bon, allez. Thibaut, j'ai adoré participer à cette émission, vraiment. Ça a été un bonheur pendant toutes ces années. Allez. Alors, essaie d'appuyer fort sur les pieds. Allez, fort, tu pousses sur tes pieds. Ouais, très bien. Très bien ça. Allez mon gougou. Super, donc Max, tu peux reprendre la parade s'il te plaît, il est un peu plus haut. Tout à l'heure, j'ai quasiment fait le grand écart. Bravo. Ok, c'est super ça, Gontran. Bravo. Bravo. Excellent. Ça, c'est une vraie présentation. Bravo Gontran, tout le monde vous applaudit sur ce plateau et merci beaucoup de nous avoir fait la démonstration en direct. On était au cœur de la Hauté du Diable dans le sud de l'Aide, à Coincy. On va retrouver Gontran dans un instant qui nous a fait cette petite escalade en direct. On va parler de la choule maintenant. La choule, c'est un sport picardo-normand que l'on a l'habitude de comparer comme étant l'ancêtre du rugby, à tel point que, imaginez-vous à quel point c'est violent, c'est que même le roi, à l'époque, le roi l'avait interdit du royaume, c'est Charles V qui l'avait interdit du royaume, c'est dire les bourre-pifs qui partaient et les énormes empoignades qui pouvaient en découler. On en parle avec Gildo. Bonjour, Garchon. On va parler en picard. Bah oui, mon homme, à cette heure. Alors, on va parler comme la France a gagné.
récemment. Bah oui. C'était l'occasion de parler de la choule. Exactement, mais c'est vrai que bon, ça va barder, ça va mouquer rouge, comme chacun dit d'un schnorr. Et voilà, il y a grand de gens qui considèrent que la choule donc est l'ancêtre du picard. Donc choule, soule en français, donc choule en picard chouler, ça veut dire bousculer. Et dans le Nord, on dit choler, qui veut dire tomber ou faire tomber. Et donc c'est considéré comme l'ancêtre du rugby. Alors, c'est un sport traditionnel, principalement joué dans les Hauts-de-France et notamment en Picardie. Je vous propose un petit sujet d'archives. On va remonter loin dans notre cahier des mémoires en images. Delphine, notre maman, nous a trouvé cette image. Regardez, un extrait d'un des sujets à l'époque qui présentait la choule. Et vous allez voir que ça, évidemment, c'est très violent. On l'a dit, donc. Entre célibataires et hommes mariés, le match commence. Les descentes massives succèdent aux mêlées informes et le ballon progresse toujours. Et le but, un peu imprévu, sera atteint et la tradition sauvée. Et voilà, la maison en dessous duquel passe le ballon était en fait, si j'ai bien compris, l'endroit où se trouvait soit la jeune femme à convoiter, soit celle qui ne l'est plus et qui est sur le point de se marier. Enfin, il y avait une histoire de frappe. C'est vrai que bien souvent, c'était aussi chez Jean qui donnait le coup de démarrage, chez Thio, la dernière mariée du village. Et comme on pouvait le voir, bon, c'est vrai qu'on n'utilisait pas trop les mots de vocabulaire comme drop et tout ça. Les mots de vocabulaire pour commenter, ce serait peut-être plutôt épif, un prendre dans le gif, épaf, une berlaf, étronné pour étrangler, dalache pour le désordre et bourreler pour faire tomber. Alors cette boule, c'est une boule en tissu, en cuir, avec rembourré de céréales, c'est ça, d'herbe ou de foin. Alors chez Thio, soit de manière plus ancienne, une sphère de bois, ou sinon c'est Thio des boyaux de pur chaud, du kché qu'on a mis à l'intérieur, soit de la paille ou du son. Et on voit ces images-là, donc des images évidemment beaucoup plus modernes, et on ne comprend, alors franchement, toujours pas les règles. C'est quoi la règle ? C'est quoi la règle du jeu, à part s'empoigner et régler ses comptes de manière officielle? Alors, effectivement, comme on peut le dire, bon, faut venir avec ce biel kémiche et puis venir avec ses bernocles. Hein. Il faut, parce que de toute façon, tu vas finir tout crapé. Donc, du coup, au départ, il n'y avait point de règle. Il fallait prendre le bal, te sac dedans. Et puis, au fur et à mesure du temps, pour pas que ça devienne trop violent, comme tu viens de le dire, Charles V qui l'avait interdit tellement que ça avait été violent, on a commencé à mettre en place des règles, comme le fait interdiction de plaquer, et que Stilal Kinda le bal, interte chez main, il doit la lâcher au bout de 3 secondes pour rendre le jeu fluide. Il y a toujours actuellement cette histoire un peu de rang social, on va dire marital, c'est-à-dire qu'il y a toujours un peu cette notion de célibataire contre les mariés. Il y a toujours cet affrontement un peu quand même, hein. C'est ça l'idée. Alors, c'est vrai, ça c'est effectivement, Aster, c'est comme ça que ça se passe, mais d'un temps-là, c'est Thio, soit en fait des fédérations de métiers. Ça pouvait être chez Péqueux, par exemple, les pêcheurs contre les chasseurs, ou ça pouvait être aussi chez un d'un village contre chez un d'un autre village. Pour terminer, ça a lieu quand, ce rendez-vous ? Quand est-ce qu'on peut voir et assister à un affrontement et un jeu de choule? Alors, quand est-ce qu'on peut se chouler? Alors, Inda, effectivement, de moins en moins, même si ça commence à reprendre, c'est un petit peu plus en Normandie, chez nos Vosgiens en Normandie, qu'il y a des rencontres de choule qui sont organisées. Alors, je ne me souviens plus du village, et je ne l'ai pas marqué dans mes notes. À Caudry, voilà. Et bon, comme on peut le dire... C'est au moment de Pâques, normalement. Hein. C'est ça. Autour du week-end de Pâques. Jeu de main, jeu de vilain, jeu de choule, jeu de capnoul. Que ça s'affronte. Beaucoup plus calme si vous avez envie d'écouter chez vous, dans votre voiture ou n'importe où, du Picard ou du slam en Picard, c'est celui-là qu'il faut vous procurer. Regardez, Electric Ch'timi. Ouais. C'est le dernier album. Chimie. Alors Gildo, avec plein de chansons, Paris-Roubaix, La Redoute. Je vous l'ai fait en français et pas en Picard. Lettre H président. Ouais, c'est une véritable lettre que j'ai envoyée à H président. Puis il m'a répondu.
Merci. C'est vrai. Ouais, C'est vrai. Bon, il m'a pas répondu en picard. Ah oui, je d'accord. lui ai envoyé une lettre, un picard, et puis voilà. Très bien. Vous préparez quelques annonces en picard. En attendant, on va aller voir Anso pour avoir quelques réactions, mon Gildo. Anso, es-tu là? Ah là là, là 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 là, Gildo va fâcher les Britanniques. Hein. C'est vrai qu'on dit que la soule, c'est l'ancêtre du rugby, mais du côté de l'Irlande, on ne va pas dire ça. Mais on a commencé à pratiquer le même genre de sport, en fait, hein, parce que j'ai cherché en préparant l'émission au XIIe siècle. Hein. Et puis au XIXe, enfin dans les années 1800 quelque chose, il y a un petit Écossais qui a eu l'idée de passer la balle, l'espèce de balle en cuir entre deux poteaux. Donc voilà. Mais il paraît qu'il y avait une version à pied aussi de la soule ou de la choule. Et on dit que ça serait peut-être même aussi l'ancêtre du football. Donc vous voyez, ça serait pas beau ça? Hein? Dire, nous n'étions point là. Faut dire oui. Dis oui. Ah ben dites oui, parce que j'ai passé 1 heure à bosser sur le thème hier quand même. Hein. Donc bon, allez, je vous passe des photos de nos téléspectateurs. Et la première a été prise le week-end dernier par Cédric, qui nous a envoyé cette jolie photo d'un petit couple de cygnes qui se baladent alors qu'il faisait froid. Autre photo, eh bien, c'est Dominique et Nadine de Crèvecoeur le Grand. Vous voyez, c'est une photo du 19 novembre. Nous avons donc un lever de soleil. Et puis une photo un peu plus ancienne du 13 novembre. C'était une petite balade sur la coulée verte. On continue avec Odile qui nous a envoyé un cliché cette semaine que je n'avais pas eu le temps de passer. Alors je ne voulais pas terminer la semaine sans le passer. Regardez, et je m'arrêterai sur celle-là. Thibaut, vous avez vu la petite pâquerette qui essaye de résister aux premières gelées du matin? Elle a mis son écharpe. Voilà. Je ne sais pas si elle est encore là aujourd'hui, mais voilà. Elle était là au moment de la photo. Merci beaucoup, Anso. Allez, on se quitte avec quelques petits rendez-vous. Si vous voulez continuer à parler ou découvrir et entendre du Picard. Tout à fait. Ça se passe où ? Demain, la compagnie du Reste Ici ont leur spectacle Des Jaunes, puis des Jeunes. Donc c'est à 18h au Théâtre des Cabotans d'Amiens. Un atelier d'écriture en Picard le 16 novembre. Non, perdu, c'est facile. Et le 3 décembre, Jacques Darras, une conférence tout Picard que j'étais à la Comédie de Picardie à Amiens. Et encore une fois, mon album Electric Ch'timi, chez la musique électro en Picard, voilà, sur electricch'timi.fr. Eh ben voilà, toutes les informations. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Exactement. Merci, ma père, ma Dieu, ma bon garçon, ma fieu, tout ça. Adé, on file retrouver Gontran à l'extérieur. On va Gontran. En direct, comme d'hab, à chaque fois. On est à Coincy pour la dernière étape de cette visite à la Hauteur du Diable avec vous, Gontran. Regardez un peu ce décor, franchement. Si ça, c'est pas la carte postale de l'année. On est tout en haut de la Hauteur du Diable. C'est un décor absolument exceptionnel. On a l'impression d'être une série télévisée un peu héroïque fantasy. Ben non, on est dans l'Aisne à Coincy. Et regardez ce qu'on y trouve dans ces blocs de grès, des sculptures. Alors évidemment, je ne pense pas qu'on puisse parler de pareidolie, parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui a été manifestement sculpté par l'homme. Mais ce qui est bien la preuve que ce lieu inspire les artistes, les peintres, les sculpteurs et les photographes. Et regardez, il est là avec nous aujourd'hui, c'est David Bélier. Il est photographe dans le secteur, dans le coin, dans le sud de l'Aisne. Et la Hauteur du Diable, pour vous, c'est forcément un endroit où il faut venir prendre des photos. Oui, grâce à il y a une grande variété de paysages. Quand vous êtes en bas, vous avez des arbres assez tortueux, des racines rampantes, beaucoup de choses comme ça. Après, vous avez le milieu intermédiaire où la bruyère en fin d'été, début septembre, est vraiment très coloré, donc qui permet de faire vraiment des beaux contrastes. Pendant que vous parlez, on va voir, vous nous avez envoyé quelques-unes de vos photos qui retracent un peu toute l'année. Parce que la Hauteur du Diable, qu'on la voit en novembre, on y retourne en février, c'est forcément un autre décor, c'est forcément une autre ambiance. Oui, qu'on la voit au mois de juin, c'est encore différent. Il y a vraiment des ambiances différentes à toutes les saisons. Il y a une saison qui vous plaît plus qu'une autre, David ? L'automne, forcément, grâce aux couleurs. Quand on a un bel automne, on a des couleurs très flamboyantes. Si on a la chance d'avoir encore de la bruyère en fleurs, ça fait vraiment des contrastes assez saisissants. C'est un lieu que vous avez découvert sur le tard. Vous n'êtes pas du secteur au départ. Non, à la base, je suis plus dans le nord de l'Aisne, du côté de Chauny-Ternier. Et j'ai découvert cet endroit il y a une petite dizaine d'années. Et vous étiez en plus au départ, David a fait les Beaux-Arts auparavant. Vous étiez plutôt peintre. Et puis finalement, un jour, la photo s'impose à vous. Et voilà, vous trouvez votre bonheur dans un décor comme celui-là. Oui, voilà, exactement. Je m'inspire déjà. J'aime beaucoup l'heroic fantasy. Et c'est vrai que cet endroit, comme vous le disiez tout à l'heure, peut donner des côtés un petit peu mystérieux,
Quand on a de la brume, quand on a des choses comme ça, on peut vraiment jouer avec les silhouettes des blocs de grès et des arbres. Donc, on trouve vraiment une grande source d'inspiration ici. Merci beaucoup, David. On précise, vous avez des expositions très bientôt, une à Tergnier, je crois, dans quelques semaines. Il y en a une à Tergnier au mois de février. Alors, ce ne sera pas du paysage, ça sera sur l'architecture gothique. Eh ben, écoutez, un beau programme encore en perspective. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Et donc, c'est David Bellier, B-E-2-L-I-E-R. Vous pouvez trouver ses photos sur son site internet. Merci encore. Je vous remercie. Alors, évidemment, l'art, allez, on va se glisser, il n'y a pas beaucoup de place. Je voulais parler d'une artiste et de son frère, qui sont très connus dans le Tardenois, Paul et Camille Claudel. Ils ont grandi ici et la Hautée du Diable, c'est leur terrain de jeu. Bonjour Claire Devoux, vous travaillez à l'Office de tourisme des Portes de la Champagne. Oui, Camille et Paul Claudel, vraiment, ils venaient gambader ici enfant. Oui, Villeneuve-sur-Fer n'est pas très très loin. Ici, on pourrait presque le voir, le village, s'il n'y avait pas la brume. Et effectivement, ils venaient à pied, notamment les étés, les vacances, parcourir le site. Alors, on a coutume de dire que les blocs de grès, la majesté de ce site a inspiré la créativité de Camille Claudel. On va voir une œuvre d'art, la valse. Voilà, c'est vraiment, on retrouve quelque part ce côté élancé de ces pierres naturelles. Oui, on parle de Camille, mais aussi de Paul, puisque Paul aussi a fait de ce site le cadre de sa pièce de théâtre L'Annonciate à Marie. Et puis pour Camille, évidemment, quand vous voyez les grès avec ces formes un petit peu particulières et érodées, on peut effectivement retrouver dans certaines de ces sculptures cette inspiration. Alors, on va sortir un petit peu de la Hautée du Diable et rester avec Camille et Paul Claudel parce que justement, la maison dont vous parliez, dans laquelle ils ont grandi, elle se visite désormais et ça peut être vraiment un plus chez les personnes qui seraient intéressées de venir à la Hautée du Diable. Ils peuvent aller visiter cette maison. On va voir quelques images. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette maison? Alors, la maison est sur 2 étages, donc rez-de-chaussée consacré à Camille et l'étage, lui, est consacré à Paul. Continue. Et donc, vous avez... Il y a des œuvres, des vraies œuvres de Camille. Oui, la petite Diane qui a été achetée l'année dernière par la communauté d'agglomération de la région de Château-Thierry. Oui. Et puis également l'implorante, notamment, moi qui me fait beaucoup penser à un des grès l'amalgame, qui se trouve en bas du site de la Hautée du Diable. Et puis il y a également le buste de son frère Paul qui est à l'étage du coup. Enfin oui, il y a vraiment pas mal de choses, des photos. Une mise dans l'ambiance. Une belle découverte de Paul et Camille Claudel à travers cette maison. Des citations. Claire, très vite, vous, à l'Office de tourisme, évidemment, vous proposez aussi des balades pour le public. Expliquez-nous rapidement. Exactement. Alors, on part de Villeneuve-sur-Fer et puis on marche sur les pas de Camille et Paul Claudel. On imagine refaire ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient dans leurs vacances d'été. C'est-à-dire qu'on longe le bois de Chinchy qui arrive jusqu'à ici et puis ensuite la Hautée du Diable qui est un moment d'apothéose. Et puis ensuite, on retourne à Villeneuve, à la maison. Donc évidemment, tous les détails pour ces balades et sur la maison de Paul et Camille Claudel auprès de vous, l'Office de la Maison du Tourisme et l'Office du Tourisme des Portes de la Champagne. Thibaut, écoutez, on aimerait rester longtemps ici, mais je crois que malheureusement l'émission se termine. On se retrouve dans quelques minutes pour le mot de la fin avec tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette très belle émission. A tout de suite. A tout de suite, Gontran, merci beaucoup. Il nous reste 8 minutes d'émission, tout juste, pour vous parler de ce livre, Noyon. Un livre d'amoureux de photos, voilà, parce que la maison d'édition qui dirige cette collection, Cap Région Édition, est amoureuse des photos et des photographes et elle met en valeur dans ce livre, notamment là, les très belles photos autour de Noyon. Bonjour Sophie. Bonjour Thibaut. Ce matin, du coup, vous êtes intéressée à ce livre où on découvre énormément de choses. D'abord sur le positionnement géographique de Noyon. On ne connaît pas forcément l'importance de la ville pour ceux qui n'habitent pas forcément en Picardie. Noyon, c'est entre Amiens et Saint-Quentin, on va dire géographiquement, un petit peu plus au sud. Voilà, il est situé aux limites de la côte de l'Île-de-France et du plateau Picard. Donc c'est vraiment un axe de passage entre les villes du Nord et la capitale. Un point de passage historique aussi. Historique aussi, puisqu'il faut savoir que c'est une ville qui est faite de beaucoup de monuments médiévaux. Rien que voir, on a choisi l'hôtel de ville déjà, qui est la première partie
bouquin, du livre. Et on s'aperçoit qu'effectivement, bon, déjà, il y a une petite fontaine du dauphin qui avait été célébrée à l'occasion pour le dauphin qui avait épousé Marie-Antoinette. Donc, ils avaient fait cette statue. Alors, cette maison de Noyon, elle remonte aux années 1292 et c'est l'actuel hôtel de ville. Il a été reconstruit plusieurs fois puisque, effectivement, nous, on est dans une région où on a subi beaucoup de déboires concernant les différentes guerres. Alors, la façade, elle est très jolie, très sculptée. On y rencontre des animaux fantastiques qu'on va pouvoir remarquer en page 32. Voilà le détail des animaux. Alors vous allez pouvoir retrouver les animaux sauvages et domestiques, les lapins, les chiens, les sangliers. Et il y a une partie aussi avec des animaux un peu plus mystérieux, un peu plus effrayants aussi, donc qui constituent la fresque ornée de l'hôtel de ville. Notre-Dame de Noyon, juste derrière, page 34, avec la croix que l'on reconnaît. Voilà, on la reconnaît comme ça. Alors, elle est assez spécifique. La particularité, c'est qu'il y a un transept. Alors, le transept, c'est une nef qui est transversale et qui va traverser donc d'une partie à l'autre la nef principale de l'église et qui donne l'aspect donc d'une croix latine. Donc, comme on peut apercevoir... Ça, on la voit de loin quand on arrive en voiture. La cathédrale de Noyon, c'est un endroit incontournable. Saint-Éloi, parlez-moi de Saint-Éloi, page 72. Alors, Saint-Éloi, c'était un évêque de Noyon. Alors, à l'origine, il a été... ses parents lui ont donné plutôt une éducation pour être placé en apprentissage en orfèvrerie. Donc ce qu'il a fait, mais très tôt après il s'est tourné vers une autre destination de travail. Il est parti sur Paris et il est allé dans l'administration. Il a été au service du trésorier du roi Clotaire II. Et il s'est fait remarquer quand même malgré tout par ses talents d'orfèvre. Alors la petite anecdote, on connaît tous Saint-Éloi pour être évêque, mais donc quand on parle de Clotaire, on parle de son fils Dagobert, et quand on fait référence à la chanson Le bon roi Dagobert, et c'est le bon Saint-Éloi. Les caves et les souterrains du quartier médiéval, ça on ne connaît pas ou peu finalement. Et on peut visiter ces caves. Donc, alors à l'origine, le sous-sol de Noyon est truffé de caves, de passages souterrains. Alors en temps de guerre, ça permettait forcément de passer d'un bâtiment à un autre, de conserver des denrées, de protéger donc les habitants et les animaux pendant les conflits. Alors, beaucoup de caves donc, peuvent se visiter et beaucoup sont situés vraiment aux alentours quand même du quartier médiéval de la cathédrale. Encore plein de choses à découvrir, mais on n'aura pas le temps de tout montrer malheureusement. Les vignobles du Noyonnais, le marché aux fruits rouges. On va terminer avec les personnages célèbres. Allez, les personnages célèbres. À la fin du livre, page 244 Calvin, et 245. Voilà, Calvin, Sarrazin et notre Bécassine. Eh oui. On a déjà parlé de Bécassine. Voilà. Donc, elle a pris un peu la neige. Voilà, c'était sa maman qui était surtout fille d'un tanneur de Noyon. Donc, mais bon, voilà, c'est des petites anecdotes. Bécassine est noyonnaise alors, c'est ça en quelque sorte, on va dire ça. Voilà, ça va réveiller. Il y a de très belles photos, très condensées au niveau des détails. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé cet ouvrage et j'en remercie les photographes et M. Benoît Roland. Le calvinisme tout à fait. À Noyon. Merci beaucoup, Merci Sophie, de nous avoir présenté ce livre de photos. Donc Noyon, une ville à découvrir en photo avec des petits textes et surtout de très très belles photos du ciel, du sol, en gros plan. Il y en a pour tout le monde. Merci beaucoup, Sophie. Anso, quelques témoignages peut-être. Bécassine, c'est ma cousine. Écoutez, regardez, mieux que des mots, des photos. Voici, on continue avec des photos qui nous ont été envoyées par Cécile. Et vous allez reconnaître des monuments que vous avez évoqués du côté de Noyon. Si je ne me trompe pas, il y a la cathédrale et la cathédrale Saint-Éloi. Enfin voilà, donc Cécile qui a cherché dans ses archives, j'y arrive, pour nous montrer quelques petites photos. Et puis je terminerai avec cette photo qui est signée Régis de Ternier et qui fait un coucou à David Bélier. Regardez comme c'est beau. Et puis lundi matin, évidemment, 9h50 le matin, revient après un bon week-end. Nous parlerons évidemment, comme Chinck l'a dit Thibaut, d'animaux avec notre vétérinaire préféré. Ce sera le week-end de l'adoption. On en parlera, il ne faut pas faire n'importe quoi. Au niveau emploi, vous verrez que l'économie verte recrute. Et puis, on vous dira tout sur les marchés de Noël parce qu'ils sont là, ils sont en train de s'installer. Où aller, quand ? Eh bien, vous saurez tout lundi. Exactement. Merci beaucoup Anne-Sophie. Passez évidemment un bon week-end du côté de chez vous et on se retrouve lundi. Avec les embouteillages du lundi matin pour être là en pleine forme. Vous enverrez un petit mail. On va aller dire au revoir à Gontran. Merci Gontran pour cette belle émission au cœur de la nature à la hauteur du diable avec vous ce matin.
Et ouais, regardez, on vous offre encore une dernière carte postale pendant que nous, on se fait un selfie. Regardez, tout le monde se réunit. Allez, parce que franchement, je vous assure que des émissions comme ça, tac, voilà, on s'est fait une belle photo en direct. Et on remercie tous les téléspectateurs qui nous ont envoyé des gentils messages sur Facebook, parce que vraiment, ça aussi, l'interactivité, c'est important dans cette émission. Merci à tous. Kevin, Marie, je sais pas votre prénom, pardon, Claire, Mathilde, David et Maxime, qui nous ont permis de réaliser cette belle émission. Si vous voulez faire de l'escalade, vous contactez le club de Château-Thierry. Si vous voulez faire des balades, vous appelez la maison du tourisme. C'est aussi à Château-Thierry, d'ailleurs. Voilà, tout est à Château-Thierry. Si vous voulez découvrir les sites naturels, c'est le Conservatoire d'espaces naturels. Et puis, si vous aimez les belles photos, vous allez voir David Bélier sur son site internet. Vous trouverez tout ça. Lundi, évidemment, c'est Manu. Manu, il va vous faire découvrir un torréfacteur de café. Ça se passera à Lille, dans le Nord. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Nous, on va profiter des derniers rayons de soleil parce que normalement, d'ici quelques heures, ça devrait être la pluie. Donc, on va rester encore quelques minutes à profiter de ce beau décor. Bon week-end à tous. Au revoir. Exactement. Merci beaucoup, Gontran, pour cette très belle émission. Puisque Gontran était en pleine nature et vous avez parlé des chemins de randonnée, je vous annonce aussi que, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette émission, on avait parlé du GR 800, qui est un chemin de grande randonnée entre Saint-Quentin et la baie de Somme. Il concourait dans le meilleur chemin des grandes randonnées de France. Vous voyez quelques images de ce magnifique chemin que l'on parcourt à pied. Eh bien, il a fini 3e. Voilà, il a fini 3e sur 10. Il est donc sur le podium avec une belle médaille de bronze, ce GR. Vous avez été nombreux à voter pour lui, pour le défendre. Il faut rappeler qu'il est tout nouveau. C'est le dernier né des GR, donc c'est plutôt une bonne position. Voilà, la Picardie qui gagne. Merci d'avoir été avec nous. La météo, juste pour vous dire que cet après-midi, globalement, c'est du soleil pour l'ensemble de la région, avec un possible risque d'ondée en fin d'après-midi, et que la tendance du week-end, c'est couette, chocolat chaud et téloche et livre, ou juste livre, ça suffira d'ailleurs. Globalement, c'est pas génial, donc c'est un temps à rester couché à la maison, tranquillement, au chaud, au coin du feu. Vous les voyez, ces cartes, voilà, ça fait pas rêver. Je suis désolé, on se quitte avec ça. Rendez-vous lundi 9h50. Dans un instant, c'est Romane Bollangier qui est l'invité de Virginie Demange pour Vous êtes formidable. C'est terminé. Bon week-end.